Bonjour, on va parler aujourd'hui soft power coréen à l'occasion du succès mondial de cette série coréenne Squid Game qui a battu le record des visions. 115 millions de personnes ont déjà vu cette série. Elle est plus fort que Narcos, Casa de Papel et Lupin. Et ça va nous amener bien sûr à parler de la Corée du Sud. Bonjour Barthélemy Courmont. Bonjour. Vous êtes enseignant à la Cato de Lille, directeur de recherche également à l'IRIS. Vous êtes un spécialiste bien connu de l'Asie et vous avez travaillé depuis longtemps sur le soft power. Alors, comment expliquer, parce que il y a Squid Game, il y a auparavant Parasite, il y a la K-pop, comment expliquer que tout d'un coup, ce pays d'un peu moins de 50 millions d'habitants, qui était complètement détruit par un conflit très fort il y a 2 ou 3 générations, a un tel succès en termes de soft power au point qu'on a l'impression que la Corée fait mieux que d'autres puissances plus anciennes et plus établies dans ce domaine. On peut dire en effet que la Corée fait mieux que certains pays asiatiques notamment. On pense à la Chine qui a une stratégie officielle de soft power depuis les années 2000 qui piétine un petit peu, en tout cas dans le monde occidental on le voit ces dernières années. Et puis même que le Japon qui pourtant traditionnellement a une stratégie d'influence, une stratégie de séduction sur la scène internationale qui est bien huilée. Mais on voit effectivement ces dernières années la Corée du Sud émerger comme un acteur plus que percutant sur ces questions. On se souvient aussi, il y a 10 ans maintenant, du succès de cette chanson de K-pop, Gangnam Style, oui, qui avait fait danser le monde entier et qui avait battu le record, même pulvérisé le record à l'époque, des visionnages sur YouTube. Donc on voit qu'il y a effectivement une marche en avant de ce soft power coréen. Alors c'est un processus qui est assez long. Il n'y a rien de nouveau en fait dans cette stratégie culturelle, cette stratégie d'influence culturelle. Elle se met en place dans les années 1990, au début même des années 1990, à un moment où la Corée du Sud sort de la dictature. On a eu cette transition démocratique dans les années 80 qui offre un nouveau visage à cette Corée du Sud. Rappelons quand même pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent que la guerre entre 50 et 53 détruit entièrement la Corée, qui était auparavant déjà occupé par le Japon, qui n'était pas un pays développé. Il y a des récits sur la faim, sur l'absence de ravitaillement. La Corée du Sud se développe sous abri américain avec l'aide américaine, mais aussi avec une dictature vraiment très sanglante, très Absolument, répressive. Et on peut même dire que pendant certaines années, la dictature sud-coréenne a sans doute été pire que la dictature nord-coréenne. Et par ailleurs, l'état de la pauvreté en Corée du Sud a, pendant près de 20 ans après la fin de la guerre de Corée, été plus prononcé qu'en Corée du Nord. Le redémarrage a été plus lent qu'en Corée du Nord, qui avait bénéficié de son côté d'une aide importante des satellites de Moscou et de Moscou lui-même. Et donc le démarrage. Et donc il y a une démocratisation dans les années 80. La Corée accueille les JO en 88, elle accueille le pape, et c'est à partir de là donc que ce mouvement commence à naître. Alors. Absolument. La démocratisation coïncide avec la montée en puissance économique, donc une société qui va être plus riche, plus prospère et qui va commencer à bousculer un petit peu les règles des exportations internationales. Et dans les années 90, on va développer, avec des initiatives gouvernementales déjà à l'époque, et je vais y revenir, c'est un fait important, on va développer un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir la culture coréenne, une culture populaire dans un premier temps, et puis ensuite on va viser une culture un petit peu plus haute culture, comme on dit, donc l'histoire, la civilisation, etc. Et l'idée étant tout simplement d'apporter à cette société désormais démocratisée des produits de consommation culturelle. Et donc toutes les années 90 vont être marquées par une réaccaparation par les Coréens de leur propre culture. Mais sur impulsion de l'État. Sous impulsion de l'État, l'idée étant de participer en collaboration avec les chaebol. Alors les chaebol, ce sont ces grands conglomérats coréens, on pense à Samsung notamment, Hyundai, LG, il y en a de nombreux autres. L'idée étant d'offrir un modèle qui soit également un modèle économique, visant tout simplement à faire avancer la machine économique nationale, donc des Coréens qui consomment des produits coréens, y compris des produits culturels. Donc on est encore dans cette logique de préférence nationale ou de patriotisme économique, ça c'est les années 90. Et d'ailleurs c'est dans ce contexte que pour la première fois, des produits culturels coréens vont s'exporter dans les pays voisins et notamment en Chine, qui n'est pas encore à l'époque très développée, on le sait. Et c'est d'ailleurs un journaliste chinois qui, à la fin des années 90, va populariser le terme de Hallyu,
C'est un terme coréen qui veut dire la vague, pour critiquer cette invasion, enfin c'est de cette manière que c'est décrit, cette invasion de produits culturels coréens en Chine. Et donc on entre déjà dans quelque chose qui confronte ce soft power à l'international, au départ de manière plutôt péjorative, voire négative, et puis côté coréen on va en faire un atout. Et notamment avec la crise de 1997, qui a presque fait disparaître provisoirement la classe moyenne coréenne. Absolument, qui a un impact vraiment terrible sur l'économie coréenne et sur la classe moyenne coréenne. Et donc on va relancer des plans de relance économique divers, mais aussi cette seconde vague de Hallyu, visant cette fois à essayer de capitaliser sur tout un système qui s'est mis en place au cours d'une décennie et qui va permettre désormais de vendre à l'étranger cette production coréenne. Et on va viser notamment les pays émergents, l'Asie du Sud-Est étant la première destination de ces dramas, ces séries télévisées coréennes déjà à l'époque, et puis bien évidemment la K-pop. Donc ça c'est la phase au cours de laquelle la Corée du Sud va commencer à rayonner à échelle régionale. Et puis la troisième phase, elle est beaucoup plus récente, c'est celle d'un rayonnement à l'international qui se met en place au cours des 10 dernières années, avec les premiers concerts d'artistes de K-pop dans le monde occidental. Dans le cas de la France, c'était en 2011, le premier concert d'artistes de K-pop. Désormais, il y en a de très nombreux dans tout le monde occidental et dans le monde tout court. Et puis, on le voit évidemment aussi avec le succès désormais planétaire des séries télévisées, comme des productions cinématographiques, Parasite étant, rappelons-le, le premier film en langue non anglaise à être lauréat de l'Oscar du meilleur film. Donc c'est quand même un succès absolument exceptionnel. Il faut remarquer que la Corée du Sud, d'où elle part, est devenue le 11e PIB mondial, ce qui est quand même une performance, y compris par rapport à la taille de sa population. C'est désormais une société ouverte, avec des forces syndicales, une société civile très développée. Et donc elle a d'abord commencé à s'adresser au reste de l'Asie avant de s'adresser au monde. Alors effectivement, l'idée du soft power dans les années 2000, donc ce soft power qui s'adresse au reste de l'Asie, c'est un soft power qui est à la fois culturel, économique, enfin l'idée étant de faire du profit, bien évidemment. On va notamment placer les produits coréens dans les séries télé, dans les clips de K-pop, etc. Donc ça va accompagner un petit peu la puissance des grands produits, on pense à Samsung en particulier. Et puis, dans le même temps, on va mettre en avant un modèle de société. C'est pas un modèle politique en tant que tel que la Corée va vendre par ce biais-là, mais un modèle de société. Une société qui est parvenue à sortir de la très grande pauvreté pour devenir effectivement l'un des PIB les plus performants de la planète et être capable de rivaliser avec les grandes puissances asiatiques. La Corée est aujourd'hui une des principales puissances asiatiques et un pays qui pèse sur la scène asiatique, notamment économique. Et puis, on va mettre en avant cette société qui est un petit peu idéalisée dans ses productions, avec des séries télévisées qui montrent une société très moderne, voire post-moderne, où l'électronique, l'informatique ont leur place omniprésente dans le quotidien des Coréens. Une société très vertueuse également dans les rapports humains, dans l'ardeur au travail, le respect des anciens, etc. Enfin bref, on met en avant un petit peu toutes ces vertus d'une société confucéenne que la Corée essaye de se révéler. Oui, mais ça, Parasite et Squid Game, c'est un peu l'inverse, parce que Parasite donne quand même l'image d'un pays très inégalitaire avec une misère qui peut envier la richesse et le fait de s'accaparer par des voies, disons, non légales. Et Squid Game, c'est quand même le cynisme et l'exclusion. Alors c'est là que c'est tout à fait intéressant. On entre d'une certaine manière dans une 4e vague de Hallyu avec le succès de Parasite et plus récemment de Squid Game. On se rend compte que la force du soft power coréen aujourd'hui ne se limite plus à cette stratégie, disons, de nation branding, où on met en avant les caractéristiques d'une société pour essayer de mieux les vendre et donc de séduire dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement et les acteurs de l'économie. On a aussi une production culturelle à part entière qui va s'émanciper de ces codes et qui va d'une certaine manière pratiquer une forme de contre-culture, où on va se permettre de critiquer la réalité de la société coréenne. Qu'est-ce qu'on constate dans Parasite ? On voit cette famille très pauvre qui vit dans des conditions difficiles, qui va essayer de survivre en se mettant au contact des plus puissants. Alors on pourrait participer à l'idée qu'il s'agirait d'un cas isolé, que ce serait d'une certaine manière des parasites comme il y en aurait peu dans la société. Et puis on se rend compte dans le fil du récit que des parasites comme eux, il y en a beaucoup.
beaucoup et que d'une certaine manière, c'est un problème pour cette société coréenne d'avoir créé des écarts de richesse qui sont trop importants et de créer évidemment des frustrations qui l'accompagnent. Et puis quand on regarde Squid Game, qu'est-ce que l'on voit? On voit parmi les personnages qui vont s'entretuer, on va pas raconter le récit ici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais parmi ces personnages qui vont s'entretuer, on va voir un Pakistanais, donc un travailleur immigré. Ça on ne le voit pas habituellement dans les productions de cette Hallyu ou de ces productions coréennes. Donc là on voit la réalité d'un travailleur immigré. Il y aurait actuellement en Corée plusieurs centaines de milliers de Pakistanais qui vivent dans des conditions parfois très difficiles, et on en a ici un exemple. Donc on parle d'une réalité qui est une vraie réalité dans cette société coréenne. On voit un acteur donc pakistanais et puis un autre acteur qui est philippin. Et là aussi, de manière tout à fait intéressante, la réalité de ces sociétés qui essaient de s'intégrer dans la Corée, et donc des problèmes qui sont liés à l'immigration. La Corée du Sud est aussi une société qui vieillit très rapidement, comme le Japon ou la Chine. Oui, il y a très peu de naissances. Il y a très peu de naissances, et c'est même d'ailleurs l'enfant par femme. C'est le taux de natalité le plus faible au monde, alors, plus faible encore que le Japon. Et évidemment, cela suppose une immigration, notamment en provenance d'Asie du Sud-Est, et là se pose la question de l'intégration de ces populations. Donc on pose cette question dans Squid Game. On a aussi l'une des personnages principales, une jeune femme, qui est une réfugiée nord-coréenne. Et on voit au travers de son personnage la difficulté de l'intégration pour ces réfugiés. Et derrière ce discours politique qui est de dire nous accueillons tous les Nord-Coréens en leur donnant des papiers légaux et puis en les acceptant sur notre territoire, il y a une très difficile intégration que rencontrent de très très nombreux réfugiés. Et on voit aussi ces phénomènes. Donc ce sont toutes les faces sombres un petit peu de cette société sud-coréenne qui apparaissent, avec derrière bien sûr des éléments de langage qui eux s'adressent à un public beaucoup plus large, critique d'une société de surconsommation, critique du capitalisme d'une certaine manière, que l'on voit surtout dans Squid Game, mais aussi dans Parasite. Oui. Et donc là, un message qui va être un message un petit peu plus global. Donc c'est à la fois la réalité de la Corée du Sud et puis la réalité du monde, tel que le voit aujourd'hui les Sud-Coréens. Est-ce que vous diriez que c'est une fois parvenue la prospérité non contestée que la Corée du Sud peut s'attaquer aux revers et aux aspects les moins reluisants qui étaient pas mis en avant, et tout ce que vous venez de dire, mais c'est que une fois qu'elle a un peu plus confiance en elle, qu'elle peut dire que elle a réussi sa mue et que donc elle peut faire une sorte de cinéma social ou de série sociale qu'on voit moins. Il y a quand même moins de films. Les films qui parlent de la réalité sociale sont quand même très peu nombreux en France. Ils sont plutôt l'exception que la règle. On peut y voir très clairement une forme de maturité de cette société sud-coréenne. Il faut savoir que les budgets qui sont alloués aux productions culturelles sont très importants en Corée du Sud, et quand on parle de phénomène Hallyu, il faut prendre la mesure de ce phénomène à très grande échelle. Donc on va former dans les universités sud-coréennes des futures générations qui vont précisément travailler dans cette industrie culturelle parce qu'elle rapporte du profit tout simplement à la Corée. Il y a aussi un impact sur le tourisme, sur l'apprentissage de la langue coréenne, enfin bref, ça avance dans une multitude de domaines. Et évidemment, à partir du moment où on forme de nouvelles générations, on va aussi progressivement ouvrir la voie à des regards différents sur cette société, et on va désormais les accepter, ce qui est tout à fait intéressant. Donc ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il est possible en Corée du Sud d'être porté par des grandes plateformes. Alors Netflix n'est pas sud-coréen, vous me direz, mais malgré tout, il y a derrière des financements qui, eux, sont des financements coréens. On arrive à faire des séries qui portent un regard le scénariste de Squid Game avait ce scénario depuis une dizaine d'années. Il a dû attendre Netflix pour le faire. Donc c'est aussi une conjonction entre un produit coréen qui touche via une plateforme américaine une audience mondiale. La raison qui explique cela, c'est le fait que n'importe qui peut comprendre. Squid Game, c'est un message qui s'adresse à l'ensemble des sociétés et qui n'est pas effectivement limité au simple cas coréen. Mais sur cette maturité de ce soft power, on voit effectivement qu'il est aujourd'hui possible de porter un regard critique sans pour autant être censuré ou être un petit peu montré du doigt. Les Coréens sont fiers du succès de Squid Game, comme ils ont été très fiers du succès de Parasite. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas de cas isolés. On voit aujourd'hui de plus en plus de productions artistiques coréennes qui se permettent de porter un regard critique sur certains aspects. Notamment beaucoup de films policiers de très grande qualité qui ont aussi un regard noir sur la société et qui sont de plus en plus... Il y a une mode des films coréens avec un label, s'ils sont exportés, de
qualité, y compris dans l'écriture du scénario, dans le suspense et dans la réalité sociale. Alors la qualité, c'est, je dirais, la rançon de ces formations qui sont mises en place depuis maintenant plusieurs années. On les retrouve dans le cinéma ou dans les séries télévisées, on le retrouve dans la musique. La qualité de la K-pop augmente progressivement, avec une audience là aussi qui est de plus en plus importante, et puis je dirais un poids des artistes de K-pop de plus en plus important lui aussi. Je pense notamment au groupe BTS qui a, à l'occasion de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, fait un discours. Et ce discours a eu dans la société coréenne plus d'impact que les discours de pré-campagne des candidats à la prochaine élection présidentielle coréenne qui se tiendra au printemps prochain. Donc on voit que là aussi il y a une force très grande. Et puis dans tous les arts, on retrouve aussi cette émancipation, cette liberté plus grande. On sort un petit peu des carcans politiques qui étaient ceux traditionnellement de cette Hallyu. Alors quand on parle aux Sud-Coréens, ils se plaignent toujours un peu qu'en Europe et en France, lorsqu'on regarde l'Asie, on regarde la Chine, on regarde le Japon, et on ne regarde pas la Corée du Sud. Donc est-ce que cette stratégie est effectivement, le marché coréen ne sera jamais aussi important que le marché japonais, le marché coréen ne sera jamais aussi important que, enfin ne pourra plus jamais être aussi important que le marché chinois. Est-ce que c'est une stratégie pour aussi exister par des moyens sur lesquels ils peuvent être en libre compétition avec leurs deux voisins géants, avec lesquels ils ont des relations compliquées, puisque bien que la Corée du Sud et le Japon aient le même système politique et les mêmes visions stratégiques, on sait que les relations du fait de l'histoire sont toujours compliquées, et avec la Chine, il y a de meilleures relations, mais de temps en temps, il y a quand même, du fait de l'alliance avec les États-Unis, des coups de froid. Et beaucoup d'inquiétude aussi, bien évidemment, comme tous les pays de la région. Il est évident que ce rayonnement culturel permet à la Corée du Sud d'exister. Et il est intéressant de voir le regard que portent les plus jeunes sur ce pays. Quand on le compare avec les générations antérieures, les nôtres ou même encore avant, où ce pays finalement n'existait pas. Il était un satellite de la Chine ou du Japon, mais n'avait pas d'existence culturelle à part entière. Or, ce que l'on constate en parallèle à cette affirmation de puissance économique de la Corée, c'est une affirmation de puissance politique. On a vu notamment le rôle du président Moon Jae-in, le président actuel, dans la reprise du dialogue avec la Corée du Nord, qui a été ensuite suivi par les États-Unis ou la Chine. Et donc c'est la Corée du Sud qui était en première ligne. Ça c'est déjà un fait tout à fait intéressant. Et puis dans le domaine culturel, on va mettre en avant tous les éléments de cette culture. Donc on parle ici de culture populaire, bien évidemment, puisque c'est ce qui est représenté dans ce phénomène Hallyu. Mais sur cette haute culture, sur cette civilisation coréenne, on voit également une progression très importante, avec notamment la restauration des grands bâtiments de Corée du Sud, qui avaient été détruits par cette guerre de Corée dont l'impact avait été absolument terrible. Rien qu'à Séoul, dans le centre de Séoul, vous avez aujourd'hui 4 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ces 4 sites ont été entièrement reconstruits à partir de la fin des années 1990, là où il y avait autrefois des échangeurs routiers, des barres d'immeubles, enfin bref, du fonctionnel que l'on avait construit à partir des années 1950. Avec également des campagnes pour le tourisme en Corée du Sud, ce qui était inimaginable il y a une quinzaine d'années. Personne ne pensait que la Corée du Sud serait... On y a pensé pour les usines, mais pas pour le tourisme. Mais il y a cette campagne sur le tourisme qui, bien sûr, s'appuie sur le succès des séries, de la K-pop et des films. Absolument. Il est d'ailleurs très intéressant de voir, quand vous allez visiter les offices du tourisme en Corée du Sud, l'omniprésence de Hallyu. Et on a d'ailleurs de très nombreux tours qui sont proposés aux étrangers, donc dans diverses langues, pour aller sur les lieux de tournage, pour aller dans les studios d'enregistrement des chansons, etc., etc. Enfin bref, voir un petit peu tout cet univers. Donc on propose une offre qui vient s'ajouter à une offre culturelle plus large qui concerne effectivement cette histoire coréenne, comme si la Corée existait entre le Japon et la Chine et avait sa propre identité et sa propre culture. Et on n'aurait pas pu imaginer, il y a 15 ans, de voir autant de jeunes lycéens s'intéresser à l'apprentissage de la langue coréenne, alors qu'aujourd'hui ça devient finalement une langue alors qui ne rivalise pas, certes, avec le chinois, mais qui malgré tout progresse à très grande vitesse. Et puis on n'imaginait pas non plus les adolescents ici en France écouter de la musique coréenne, où seuls les titres des chansons et quelques refrains sont en anglais, et puis tout le reste est en coréen. Est-ce que, comment ça marche? Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un ministère de la culture en Corée qui donne l'impulsion, puisque vous dites que c'est l'État quand même qui s'en est mêlé, mais il y a même comme vous l'avez dit, les chaebols, les grands conglomérats, donc qui définit cette politique culturelle? Alors, il y a effectivement une association de ces deux acteurs que sont les pouvoirs publics
et les acteurs économiques. Du côté des pouvoirs publics, il y a un ministère de la Culture, et à ce ministère s'ajoute un certain nombre d'agences qui ont été créées depuis les années 1990, donc précisément en accompagnement de ce phénomène ou à l'origine de ce phénomène, et ces agences ont vocation à aider la donc production. C'est vraiment très volontaire, très pensé. C'est très volontaire, c'est une vraie stratégie de soft power. Je crois que c'est ce qu'il faut en retenir, qui est une stratégie gouvernementale, avec notamment des avantages. C'est pas par hasard, parce que des fois on a des succès qui viennent, on ne sait pas pourquoi, mais là ça a été quand même très pensé en avance. C'est une véritable stratégie gouvernementale. Il est intéressant de faire une comparaison ici avec le cas du Japon, où au Japon, on parle aussi de soft power qui se développe notamment dans les années 1970, avec les arts martiaux, les dessins animés, et puis déjà à l'époque le cinéma japonais aussi, mais il s'agit là de mouvements spontanés. Il n'y a pas véritablement d'initiative gouvernementale derrière. C'est plus un effet de mode, finalement, autour du Japon, à échelle planétaire. Une sorte d'aubaine qu'on n'a pas pensé, oui. Oui, et puis, bon, on va dire des instruments au service de cette culture qui sont riches, qui peuvent effectivement séduire dans d'autres sociétés, et ça marche. Dans le cas de la Corée, ça a été pensé. Donc, on a une stratégie au départ, avec effectivement des agences qui sont chargées d'accompagner cet effort, et notamment dans l'exportation. Alors, c'est très intéressant quand on travaille sur le phénomène de percée de Hallyu en Asie du Sud-Est. Moi, j'avais eu l'occasion de le faire il y a quelques années, au début des années 2010, de faire quelques enquêtes sur le terrain et de voir pourquoi est-ce qu'on s'intéressait à ces produits sud-coréens. Et en fait, la réponse était très simple. C'est que au départ, ces sociétés qui sont très pauvres veulent mettre sur leur chaîne de télévision un certain nombre de produits qui sont des produits récents, mais les produits américains sont trop chers. Les produits japonais sont trop chers également, les produits locaux ne sont pas de qualité suffisamment satisfaisante, et voilà qu'on propose des produits coréens de grande qualité, capables de rivaliser avec les productions japonaises, mais à faible prix. Et pourquoi est-ce que c'est à faible prix? Précisément parce que vous avez derrière des aides gouvernementales qui vont favoriser ces exportations. Donc vous voyez que les acteurs gouvernementaux jouent un rôle très important dans cette promotion du soft power. Côté chaebol, ou du côté des chaebol, eh bien, il y a aussi tout le caractère, je dirais, vertueux de ces grands conglomérats qui fonctionnent parfois un petit peu en cycle fermé, ce qui d'ailleurs est un problème aussi dans la société coréenne contemporaine. Mais j'entends par là qu'on va réduire les coûts de production et puis on va être capable d'alimenter le coût de ces productions avec notamment ces placements de produits. Et qu'est-ce que l'on constate au final? C'est que une série télévisée produite par Samsung va systématiquement placer les produits Samsung ou tous les dérivés de Samsung, va être sur les chaînes de télévision de Samsung, va être projeté dans les cinémas Samsung, etc., etc. Donc on va pouvoir se servir finalement du fonctionnement de ces chaebols pour en faire des produits qui sont rentables et même extrêmement rentables. Succès aux États-Unis, succès en Europe, est-ce que les produits culturels coréens s'exportent, et succès en Asie bien sûr, mais est-ce que ces produits culturels coréens s'exportent également en Afrique et en Amérique latine? Alors ça commence. Je dirais que c'est la dernière étape peut-être de ce Hallyu. On voit effectivement de plus en plus de ces productions qui commencent à impacter les sociétés. Je pense à l'Amérique latine en particulier, et l'Afrique est sans doute aussi dans le viseur. L'Asie centrale est aussi un cas intéressant de région dans laquelle on voit de plus en plus de productions coréennes, et le phénomène de K-pop notamment est de plus en plus connu et reconnu. Est-ce que ça va prendre dans toutes ces sociétés? C'est évidemment difficile de le savoir, mais quand on voit cette capacité à s'être projetée à partir de très peu, comme on l'indiquait, en Asie du Sud-Est d'abord, en Chine de manière très forte, désormais en Europe et en Amérique du Nord, on peut se dire qu'il y a effectivement encore peut-être de futures vagues dans ce rallye. Est-ce que le succès qui vient va faire baisser un peu le dynamisme, ou au contraire, les autorités coréennes se disent ça marche bien, il faut continuer? Est-ce qu'il y a un relâchement, ou au contraire il y a de nouveaux investissements en disant on ne peut pas laisser cette vague comme cela, il faut au contraire continuer à investir pendant que ça marche? Alors, il faut savoir qu'il y a une très grande fierté en Corée du Sud, qui est partagée par toute la classe politique et par la population dans son ensemble, quant au succès
de ce soft power. Pour les Coréens, le fait de savoir qu'on parle de la Corée du Sud, que Squid Game bat les records de visionnage sur Netflix, que Parasite est auréolé de tant de prix, c'est évidemment des éléments de très très grande fierté nationale. Et ça va effectivement plutôt tendre vers un approfondissement de ces stratégies pour passer encore à la vitesse supérieure et être capable d'avoir une stratégie, je dirais, globale, ce Korea Global, qui est d'ailleurs une stratégie officielle de la Corée, mais l'idée étant véritablement de faire la promotion de ce pays. Cependant, à partir du moment où on a un soft power qui s'émancipe un petit peu de ce modèle parfois très conformiste. La Corée du Sud a beaucoup de vertus, elle a aussi quelques limites, et notamment une société très conformiste, avec un poids du travail qui est parfois très dur pour la société, un taux de suicide qui est d'ailleurs un des plus élevés au monde, des pressions qui sont terribles. On retrouve ces pressions dans Squid Game notamment, avec ces petites grand-mères que l'on voit le dos courbé, qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ça, c'est la réalité de la société sud-coréenne aussi. Et évidemment, maintenant, la question, ça va être de savoir si on ne va pas créer quelques tensions au sein de cette société. La société sud-coréenne n'est pas totalement unie face à ce modèle de développement, face à ce modèle de société, et on l'a vu notamment ces dernières années avec une remise en cause très forte d'une grande partie de la population du rôle des chaebols. Et de ces alliances entre les chaebols et le pouvoir. Et donc effectivement, il y a des divisions sociales, il y a des crispations sociales qui sont très fortes dans cette société, et on peut s'attendre dans les prochaines années à voir apparaître plusieurs types de discours portés par ces instruments de culture populaire notamment. Merci Barthélemy Courmont. En tous les cas, on n'a pas fini d'entendre parler du soft power coréen, c'est qu'une étape, et merci d'avoir porté cet éclairage sur ce soft power coréen. Merci Pascal.